Vous comme moi, on s'est tous mis à écouter Bim Bam Boum, ça fait pchit et ça fait vroom, mais dans ma tête, c'est tout qui tourne. Un grand hit de l'année 2019 maintenant, et qui rejoindra sûrement le Panthéon à côté de Queen et autres Michael Jackson, si vous connaissez un peu. Mais savez-vous qu'écouter ça sur YouTube est quand même une très mauvaise idée? Enfin, encore pire que celle d'écouter cette musique de base pour vous la remettre dans la tête. Je suis pas sûr que tout le monde soit au courant au vu des 6 millions de vues générées par cette dernière au jour d'aujourd'hui. Et encore, c'est pas grand chose quand on voit les milliards et milliards de vues générées par tant d'autres. Et je vais pas vous jeter la pierre, moi aussi j'utilise très souvent YouTube pour écouter de la musique de grands crus de ce style. Mais quand je veux vraiment en profiter, je préfère passer par d'autres moyens et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi finalement. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va parler de musique et en particulier des différents moyens de l'écouter. Alors vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé d'avoir des vinyles de ce style, mais il y a quand même mieux à faire que d'écouter ça directement sur YouTube. Mais d'abord, on va essayer de remettre un petit peu de contexte à tout ça. Aujourd'hui, on va principalement parler de deux choses, de la qualité, mais aussi de la bande passante. Pour ce qui est de la qualité, vous le savez sûrement, tous les fichiers audio ne se valent pas. Et ça, c'est pas forcément une histoire de format, mais plutôt de comment sont encodés les différents fichiers. Il faut savoir que le fichier audio le plus simple possible, c'est pas votre fichier MP3, FLAC ou je ne sais quoi. Non, le fichier audio le plus simple, c'est un fichier .wav. Et il est tout à fait possible que vous n'en ayez jamais rencontré, tout simplement parce que ces fichiers n'ont presque aucun avantage pour le très grand public. Et leur principal défaut étant leur volume, parce que parfois ça fait souvent des fichiers plus gros. Les fichiers auxquels on est le plus souvent confronté dans la vie de tous les jours sont tous du coup compressés, ce qui permet de réduire leur poids, car c'est finalement le premier problème. Et du coup c'est une bonne chose, car ça ne sert à rien d'occuper beaucoup de place ou de bande passante de manière inutile. Après tout, c'est déjà le cas sur les photos que vous postez sur les réseaux sociaux, donc vous connaissez un petit peu tout ça, cette fameuse compression pour gagner de la place. Mais voilà, comment faire si on souhaite profiter de la meilleure qualité audio possible? Pour faire simple, il existe encore une fois maintenant deux catégories de compression. Celles qui entraînent du coup une perte d'information et donc de qualité du son, et celles qui permettent de conserver l'audio tel qu'il était avant d'être compressé sans aucune perte. On appelle ces derniers lossless pour sans perte en anglais. Si vous avez le choix entre ces deux familles, vous vous doutez bien qu'il y en a une qui est forcément supérieure à l'autre. Enfin bon, je veux dire, évidemment, si on parle de qualité, ne pas avoir de perte, c'est le mieux. Mais est-ce que la qualité est toujours le seul paramètre à prendre en compte? Pas forcément, car oui, sinon on ne s'amuserait pas à supprimer des données de nos fichiers audio inutilement, juste pour s'amuser. Non. Si on fait ça, c'est pour plusieurs raisons, la principale étant bien sûr le volume des fichiers, comme on a pu le dire tout à l'heure. Par exemple, la compression que l'on retrouve sur un fichier MP3, qui doit être quand même un des trucs les plus populaires, fait qu'on ne peut pas retrouver la qualité du son original, étant donné qu'une partie des informations a été perdue lors de la compression. Mais finalement, est-ce que c'est une mauvaise chose? Eh bien, il semblerait que non, étant donné que ça convient probablement à des milliards de personnes qui du coup écoutent de tels fichiers tous les jours, moi y compris, car par exemple, sur YouTube, c'est un petit peu ce qu'il y a. Et est-ce que ça veut dire que le son est mauvais? Pas forcément non plus, et pour comprendre ça, il faut que je vous explique encore quelques trucs là-dessus. Déjà, quand on parle d'informations perdues, vous vous doutez bien qu'il ne s'agit pas de prendre des bouts de la musique, hop, et paf, de les jeter d'un coup au hasard, et voilà, vous avez une nouvelle musique où il manque des bouts. Non, ce serait débile, et bon, ok, pour certains artistes, ça pourrait pas mal arranger leur son, mais c'est pas vraiment la problématique de base. Non, ici, il va juste s'agir de supprimer des parties du fichier audio qui vont être jugées inutiles. Par là, j'entends les parties qui vont le moins dégrader l'écoute de l'audio, et pour déterminer ça, des algorithmes de compression se basent sur des études de l'oreille humaine, mais aussi du traitement que fait notre cerveau, le truc qu'on a normalement tous ici, lorsqu'on écoute quelque chose. Car il se trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont en quelque sorte ignorées lors du traitement des sons que l'on entend finalement. On peut alors en effet se demander si il est vraiment nécessaire de garder ces parties du son dans le fichier pour un volume plus important. Et c'est exactement ce qui se fait lors de la compression de l'audio. Et histoire d'illustrer tout ça, je vais vous donner un exemple évident pour vous montrer que ce n'est pas forcément une mauvaise idée de virer des parties du son. Vous savez peut-être que l'oreille humaine n'est pas capable d'entendre en gros en dessous de 20 Hz, soit du coup les infrasons, ou alors au-dessus de 20 kHz, ici les ultrasons. Et donc il sera totalement inutile de stocker ces bandes au moment de l'enregistrement du son. Je pense que vous êtes plutôt d'accord finalement, car là ça sert strictement à rien. À partir de là, on peut se dire à peu près la même chose, surtout qu'on se basera sur la perception que l'on a de la musique ou du son de manière générale suite au traitement que va faire notre cerveau. En revanche, l'utilisation du fichier sans perte est indispensable, tant que le fichier doit être encore traité bien sûr. Imaginez qu'une partie du son tel qu'il est en ce moment soit inutile car imperceptible parce qu'il est masqué par une autre partie du son. Si on vire la première partie pour gagner de la place, mais qu'après coup on vire la seconde qui est masquée, on ne retrouve pas la première alors qu'elle aurait été pertinente. Donc encore une fois, lors de ces algorithmes, c'est quand même bien d'avoir le vrai fichier de base. Bon, bien sûr c'est très imagé ici, mais en réalité, c'est pas si simple, mais je pense que vous comprenez l'idée. Il existe tout un tas d'algorithmes qui vont traiter de manière différente, mais la même chose finalement, et qui seront plus ou moins efficaces que d'autres,
autre, même s'il n'est pas toujours facile de généraliser un truc du style. Selon qu'il s'agisse de musique, d'audio de film ou bien même d'un enregistrement de conversation, vous vous doutez bien que les critères ne sont pas forcément les mêmes, mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui on dispose d'algorithmes quand même assez puissants au niveau des compressions et surtout très polyvalents et efficaces. Pourtant après tout ça, il faut aussi savoir que tous les MP3 ne se valent pas, et je dis ça pour le MP3 mais c'est valide pour tous les fichiers compressés avec perte, mais vu que le MP3 est le plus courant, vous comprenez le truc. Vous avez peut-être déjà entendu parler de bitrate par ailleurs, et il s'agit en fait du débit de données, mesuré en kilobits par seconde. Concrètement, au moment de la compression, on va indiquer sur l'algorithme à quel point on va permettre la perte d'informations, ou plutôt de combien d'informations on souhaite garder. Et donc un flux audio de 128 kilobits par seconde va retenir moins d'informations qu'un flux de 320 kilobits par seconde. Autrement dit, le flux de 128 aura subi nettement plus de pertes que celui de 320. En revanche, il sera 2,5 fois plus léger, ce qui est quand même très loin d'être négligeable par rapport aux plateformes. Et c'est pourquoi avant 2011, le bitrate maximal que l'on pouvait trouver sur YouTube était justement de 128 kilobits par seconde. Et encore, c'était uniquement pour les vidéos en haute définition, hein, car oui, il faut savoir que quand vous changez la définition d'une vidéo que vous regardez sur YouTube, comme celle-ci qui est en 4K, hein, parce que je le précise car ça prend 10 plombes à uploader quand même, et bien vous changez aussi la qualité du son qui va vous être transmis. Et depuis cette époque, les qualités ont quand même un petit peu évolué plusieurs fois pour arriver aujourd'hui à 192 kilobits par seconde pour toutes les vidéos à partir du 720p. Et quand je dis toutes, en fait c'est pas si vrai que ça, parce que si vous regardez encore une fois vos vidéos en 240p, déjà courage à vous parce que vous allez vous exploser les yeux et donc ils vont peut-être un peu saigner, mais vos oreilles seront aussi un petit peu maltraitées avec un bitrate de 64 kilobits par seconde, inchangé depuis toujours. Mais du coup, pourquoi YouTube vous inflige ça alors que déjà vos yeux souffrent un petit peu à cause de l'image qui est peu ouf? Eh bien tout simplement car chez YouTube ils sont quand même un petit peu malins, hein. Ils se sont dit que si vous regardez vos vidéos en 240p, c'est pas parce que vous aimez les gros carrés, hein, mais bien parce que vous avez une connexion qui est de la DSL moins quoi, et que même la bonne vieille 3G vous la regrettez un peu. Et dans ce cas-là, un son mauvais est finalement meilleur qu'un son qui est pas là du tout, qui se coupe toutes les 2 secondes pour charger un petit peu. Disons que c'est mieux que rien. Et quand on en arrive à devoir regarder des vidéos en 240p, finalement il n'y a pas de petite économie. Bon, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que c'est si important que ça finalement toutes ces modifications? Eh bien ça va dépendre de plusieurs éléments. Il faut voir ça un petit peu comme une chaîne finalement où tous les maillons ont leur importance. Sinon votre chaîne elle casse et vous avez un maillon faible. Donc la source du son n'est que le premier maillon, mais derrière on peut trouver l'électronique chargée de générer le signal électrique qu'on en appelle le DAC. Ensuite on a l'amplificateur et enfin on a le dernier maillon qui sont du coup vos écouteurs, vos enceintes, sur quoi vous écoutez quoi. Tous ces éléments vont forcément introduire une certaine déformation, c'est obligatoire, mais au plus cette déformation est faible, au plus le son sera fidèle à sa source. D'ailleurs ce mot n'est pas choisi au hasard, vous avez sûrement entendu le mot hi-fi, il signifie en fait high fidelity pour haute fidélité en français. Derrière ça on peut ajouter vos oreilles, car oui, si vous avez les oreilles défoncées, à force d'aller en boîte tous les week-ends sans protection auditive, vous pouvez avoir le meilleur casque du monde qui coûte 65 000 balles, ça ne changera pas grand chose pour vous. Enfin, on peut aussi ajouter l'environnement, parce que si vous voulez profiter au max de votre musique, mais qu'à côté, il y a Roger qui est en train de chasser les taupes au marteau-piqueur, pareil, ça risque de pas être super génial. Ça peut paraître anecdotique tout ça, mais ça fait partie des maillons. Voilà, tout ça c'est mes conseils si vous voulez écouter votre musique à plein potentiel. Mais maintenant, il reste encore quelques éléments dont on n'a pas parlé. Premièrement, est-ce que finalement, tout ça c'est vraiment un problème? Est-ce qu'on se pose pas des questions un peu inutiles? Et encore plus loin, est-ce que le 192 kilobits proposé par YouTube est peut-être quelque chose d'assez intéressant pour tout le monde? Parce que est-ce que c'est si mauvais que ça? Eh bien, oui et non. Déjà, il faut garder une chose en tête, c'est que ce bitrate est celui que YouTube vous envoie. Mais si le son de la vidéo de base que le gars a uploadé est un petit peu moisi, c'est pas YouTube qui va arranger les choses. De la même manière que prendre un MP3 pour en faire un FLAC. Hein. Ça va pas marcher, ou dans le sens où le fichier pourra être créé, d'accord, vous aurez un point FLAC, mais ça ne va absolument pas améliorer la qualité du truc. Vu qu'on l'a dit tout à l'heure, les pertes sont déjà là. Ensuite, il est tout de même possible de faire la différence entre un son en 192 kilobits par seconde et un fichier compressé sans perte. Mais bon, est-ce que ça vaut le coup? Comme je l'ai dit plus tôt, si vous voulez profiter un maximum de votre musique, il vous faut que tous les maillons de la chaîne soient bons. Et c'est pas souvent le cas, mais est-ce que ça veut dire que tout le monde doit se précipiter pour aller acheter de l'équipement audio de super qualité, d'acheter des vinyles de ce style, de se ruiner dessus et de se balader avec un lecteur de vinyle comme ça sur l'épaule? Ouais, encore une fois, il faut trouver une qualité d'écoute et en même temps un confort d'utilisation.
bien sûr un prix, parce que évidemment, ce genre de choses, ça coûte un petit peu plus cher que d'aller sur YouTube, c'est clair et net. Par exemple, je parlais tout à l'heure des DAC et des amplis. Pour une utilisation portable, vous êtes un petit peu bloqué avec ceux présents du coup dans votre téléphone. Et la plupart des téléphones grand public ont pas les meilleurs. Et est-ce que ça vaudrait le coup d'utiliser un boîtier externe juste pour ça? Je sais pas, sans parler du fait qu'il va falloir pas mal de stockage pour tous ces fichiers FLAC. Tout ça pour écouter de la musique dans la rue ou sur la route, où de toute façon, il y a plein de bruit parasite. Je suis pas vraiment sûr que ce soit worth it. Néanmoins, sachez quand même que la plupart des services de streaming audio, eux, sont en 320 kilobits par seconde pour la plupart, ou encore plus pour d'autres, comme Tidal par exemple. Donc il y a moyen d'améliorer la qualité du son que vous écoutez sans forcément vous trimballer du coup des gros trucs de ce style dans les poches et en même temps de vous ruiner. Et ça, c'est sans même parler du fait que tout le monde du coup n'a pas les oreilles suffisamment aiguisées pour distinguer la différence audio entre un fichier compressé avec un bon bitrate et un fichier audio compressé sans perte. D'ailleurs, vous pouvez vous-même faire ces tests en ligne pour voir ce qu'il en est parce qu'il en existe plein. Les résultats vont donc varier d'une personne à l'autre, mais aussi chez la même personne en fonction du matériel audio utilisé. Vous verrez alors si ça peut éventuellement valoir le coup de passer à des fichiers d'une meilleure qualité ou pas finalement. Enfin, il y a un dernier paramètre dont je ne vous ai pas encore parlé, et bien c'est la bande passante. Car ouais, le problème d'écouter ces musiques sur YouTube, c'est que ça en utilise vraiment beaucoup pour pas grand chose, et de manière doublement inutile. Premièrement, si vous écoutez la même musique plusieurs fois, à moins de ne jamais quitter la page, il faudra recharger toute la vidéo dans son intégralité. Ça peut paraître bête à dire, mais je sais que pas mal de gens ne font pas le lien, mais quand vous regardez quelque chose sur internet, finalement, que ce soit du coup une photo, une vidéo ou de la musique, eh bien ce contenu est téléchargé intégralement sur votre ordinateur afin de vous être affiché. Si vous écoutez un album 3 fois sur des intervalles différents, concrètement c'est comme si vous l'aviez téléchargé 3 fois à la même source. La solution est donc de stocker tout simplement tout ça sur votre téléphone ou votre ordinateur, les musiques ou albums que vous aimez bien. On peut se dire que c'est pénible parce qu'il faut passer par un ordinateur ou je sais pas quoi, mais la plupart des services de streaming audio permettent déjà de faire ça avec ce qu'ils appellent le mode hors ligne. D'ailleurs, c'est un autre point positif à faire ça, parce que vous ne dépendez plus d'internet pour écouter votre musique, et donc à un moment où justement internet sera un petit peu plus galère, ça sera plus sympathique, et encore une fois, ça utilisera moins de batterie car il n'y aura pas besoin de chercher du réseau tout le temps pour ça. Bref, c'est tout bénef. Le second point, c'est que YouTube, c'est fait pour regarder des vidéos, pas pour écouter de la musique. Ce que ça veut dire, c'est que même si vous écoutez une musique et que la vidéo ne vous intéresse pas, elle est quand même téléchargée totalement aussi, et ça à chaque fois que vous allez retourner écouter cette musique. Et tout ça, c'est un gros gâchis, je pense, vous trouvez pas? Que ce soit du côté des données mobiles, encore une fois, de votre batterie qui va consommer à mort, ou encore au niveau de l'empreinte carbone. Car ouais, tout ça, ça rentre en compte, et en vrai, le dernier point devient de plus en plus important. Enfin, il est important de base, mais les gens deviennent conscients surtout. Mais bon, tout ce sujet-là, il est vraiment trop vaste pour être détaillé ici, donc si ça vous botte pour un prochain sujet, dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. En tout cas, sur téléphone, si vous avez YouTube Premium et que vous avez activé la lecture en arrière-plan, l'appli ne téléchargera que l'audio pour justement économiser de la bande passante et de la batterie. Mais sinon, il téléchargera tout, en tout cas si vous êtes déverrouillé. Sinon, il existe YouTube Music qui permettra de ne charger que le son ici aussi, un peu comme Spotify et autres consorts. Et donc, vous pourrez enfin écouter Arrête de rager sans détruire des arbres pour rien. Elle est pas belle la vie. Et si vous êtes sur un ordinateur et que vous voulez vraiment pas vous passer de YouTube pour votre musique, sachez qu'il existe une extension qui sert justement à désactiver la vidéo afin de ne charger que l'audio. C'est loin d'être idéal parce que c'est une solution tiers, mais c'est quand même mieux que rien de le savoir. Et voilà, alors, est-ce que vous utilisez souvent YouTube pour écouter de la musique? Eh bien, dites-moi tout ça dans les commentaires qui se trouvent en dessous de cette vidéo. Et surtout, lesquels en particulier, même si je sais que pas mal de gens se sont remis à écouter Mariah Carey bizarrement. Et d'ailleurs, c'est laquelle votre plateforme préférée pour écouter de la musique? YouTube, Spotify, Deezer, Tidal? Eh bien hop, en haut à droite, vous avez un petit sondage pour faire une petite guéguerre comme à l'ancienne. Alors n'hésitez pas à me dire sur quoi vous êtes là-dessus, en espérant pas trop en oublier, au pire il y aura une case autre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, de mettre le joli pouce bleu de l'amour juste sous cette dernière, et à venir faire un petit tour sur mes réseaux sociaux, surtout Twitter. On est bientôt 100 000, ce serait un beau cadeau de Noël et d'anniversaire, je dis ça comme ça. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à tous vos potes qui écoutent encore Aya Nakamura sur YouTube en 240p pour qu'ils arrêtent de faire ça. Bon, après vous choisissez lequel des deux points est problématique ici, ça c'est plus mon souci. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!